Le métier bat des records d'enrôlement au Cameroun. Selon un récent rapport, le pays de Paul Biya fait partie de l'un des plus gros fournisseurs des travailleurs du sexe. Vous l'avez compris, et comme un essaim d'abeilles, ils sont de plus en plus nombreux, jeunes filles et garçons, à investir les débits de boissons, proposant leurs services du sexe en rétribution financière. Ils investissent dans ces débits de boissons très souvent avec des vêtements affriolants, frisant la provocation. L'édition de Grand Angle ce lundi vous propose donc d'aller à la découverte de la filière camerounaise de la prostitution, vous propose et dissèque les causes endogènes mais également les mobiles exogènes de cette pratique qui a désormais pignon sur rue dans notre pays. Vous propose également une approche confessionnelle, également métaphysique de la prostitution et usite les sources du droit sur la question. A tout de suite. Nous parlons de prostitution dans cette édition de Grand Angle, évidemment. La prostitution, qui est considérée comme une activité illégale, gagne donc du terrain dans notre ville. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce métier. Il faut dire que parmi les personnes qui usitent cette profession, l'on recense en majorité les filles et surtout mineurs. Je vous propose dans le reportage qui va suivre de revenir sur la définition même de ce phénomène désormais controversé. Reportage signé Adrien Nobodem-Tanko. À chercher la définition du mot prostitution, il est courant de s'entendre l'assimiler au plus vieux métier du monde, déjà pratiqué des siècles avant Jésus-Christ. En règle générale, la prostitution est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent. Elle peut se pratiquer dans la rue, à domicile ou dans les hôtels. Dans le premier cas, on parle de prostituées ou putes, catins. Dans le deuxième et troisième cas, on parle plutôt de call girls ou call boys ou d'escort girls ou d'escort boys. Contrairement aux croyances, cette activité est pratiquée par les membres des deux sexes, mais reste tout de même majoritairement exercée par les femmes et consommée par les hommes. Comme tout métier, les adeptes ou ceux qui ont choisi de vivre en échangeant des relations sexuelles contre rémunération doivent avoir un profil de carrière ou des aptitudes, des prédispositions à être prostituées. Sur 10 prostituées rencontrées au carrefour J'ai raté ma vie dans le 2e arrondissement de Douala, 8 évoquent la précarité de la vie, les 2 autres avouent le faire par amour du sexe. Une passion du sexe comme un athlète avide de victoire. Le profil type d'une prostituée, des adolescentes âgées entre 16 et 18 ans, jeunes et belles, très recherchées par des hommes fortunés. Une carrière de prostituée atteint son apogée avec la quarantaine. Les plus téméraires deviennent les tenancières d'un circuit et un rôle de jeunes oies, entendez de jeunes filles mineures sans expérience qu'elles vont former au rouage du métier. Dans ces quartiers où tous se connaissent, le fonctionnement est réglementé. Les bars qui pilulent le long de ces rues servent d'écran à ces belles de nuit. La négociation se passe autour d'un verre. Les prix varient de 1 500 francs CFA à 15 000 francs CFA. Les cotisations demain, il faut que je cotise. Là où je suis les oui, car, hey, tu es là. Ton type là est rapide comme le corps. Ah, c'est pour vous là-bas, hein. Je peux te 10 000 francs, 30 000. Ma cotisation est sûre. À 1 500 francs, la belle de nuit reverse 500 francs CFA à l'aubergiste et 1 000 francs CFA par semaine au chef de camp qui, en contrepartie, assure sa sécurité. Sur un mois, une prostituée gagne en moyenne 35 000 francs CFA. Sa clientèle se situe dans l'intervalle de 45 ans et plus. La précarité de la vie amène de plus en plus de mineurs à opter pour la prostitution qui n'est pas sans risque. Selon les autorités sanitaires, le taux de prévalence du VIH-Sida au Cameroun est plus élevé dans ces milieux. Les victimes sont en général recrutées parmi ces jeunes filles. Et puis c'est grave, Adja ne vient pas depuis. Il paraît qu'elle est malade, comme elle n'est pas là. Maman, j'ai appris qu'elle est séropositive. Séropositive. Les grands, tu sens pas les choses. Et dis, qui vous a dit ça? Mais c'est les filles de Balcon. Attends.
Même si la prostitution est interdite au Cameroun, sa pratique a cours dans toutes les villes du pays, avec des quartiers devenus célèbres pour le marché du sexe et des scandales qui émanent des ébats de ses amants d'un soir. En tout cas, allons. Parfait, Sipoa, bonsoir. Bonsoir Yves. Je rappelle que vous êtes sociologue et dans le reportage qui a donc suivi, on est largement revenu sur la définition même de la prostitution. Adrienne est revenue également sur la précarité que semblent évoquer les belles de nuit pour justifier l'exercice de cette profession. Vous qui êtes sociologue, qu'est-ce qui peut justifier l'enrôlement de nombreux jeunes par cette activité qu'est la prostitution dans notre pays? Je vais aller d'abord sur deux niveaux. Dans un premier temps, pour accepter prostituer son corps, il faut une dégradation de son niveau moral. Parce que sur le plan métaphysique, spirituel, le corps de l'homme, c'est d'abord le temple de Dieu. Donc un temple où il ne faut pas profaner, où il ne faut pas en faire un mauvais usage ou un usage coupable. C'est ça d'abord qui peut provoquer la prostitution et d'autres justificatifs par la suite, parce que dans un premier temps, on peut accepter faire de n'importe quoi que d'aller se prostituer. Mais dans le cas où déjà on ne considère pas son corps comme un temple sacré, où on ne doit pas profaner, on peut tout faire pour ne pas se prostituer. Dans un second cas, il y a ce qu'on appelle la faillite de la dégénérescence collective. Tu sais, nous sommes dans une société où l'idéal moral n'existe pas. Dans une société de capitalistes. Quand vous allez voir les grands hommes de l'année, les élites, c'est toujours des capitalistes. Or, qui dit capitalisme dit marché. Or, en affaires, l'un ne gagne que ce que l'autre perd. On est prêt à tromper, à mentir pour avoir de l'argent. C'est ça le vrai problème de la société aujourd'hui. Or, la jeune fille qui, à son niveau, n'a que son corps, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand vous voyez certains métiers, le magistrat est prêt à se laisser corrompre, le policier est prêt à se laisser corrompre, le médecin peut vendre les médicaments, c'est ce qu'il a entre ses mains. Or, la jeune fille qui n'a rien, quand elle est butée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a que son corps. Donc, on peut dire qu'il peut avoir à un moment donné une contrainte sociale. C'est-à-dire quand les horizons sont bouchés. Il y a un homme politique, paix à son âme, qui a dit quand on se noie, on s'accroche au serpent. Dans une société de capitalistes où les plus forts subsistent et les faibles périssent, chacun est prêt à transgresser les lois de la morale universelle pour survivre. Donc, au moment du jugement, ce n'est pas la jeune fille seule qui sera jugée. Qu'est-ce que la société a fait pour que ce soit ainsi? Qu'est-ce qui a provoqué cette dégradation, ce naufrage collectif? Parce que quand on parle peut-être de la prostitution, on ne montre que les filles qui sont sur la rue, non. Il y a d'autres qui s'habillent très bien, vont de bureau en bureau. C'est toujours une autre forme de prostitution. Il y a la prostitution propre, il y a la prostitution sale. Or, pour combattre la prostitution, je ne sais pas si on a dans d'autres volets. Donc, quand je vous ai parlé sur le plan métaphysique, spirituel, qu'on ne considère plus son corps comme un temple sacré. Vous savez, la religion est en train de disparaître. Parce qu'on ne peut protéger son corps, accepter souffrir que si on a l'espérance d'un monde meilleur, d'outre-tombe après la mort. Déjà, si la religion bat de l'aile, l'enfant à ce moment peut avoir une faillite morale. Et là, il est prêt à sacrifier ce qui est le plus important, parce que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Maintenant, où le chômage est en train de sévir, elle est prête maintenant, peut-être si elle ne veut pas faire d'autres métiers qui nécessitent des efforts particuliers, des efforts supplémentaires, parce que nous sommes aussi dans une société où le snobisme, le paraître est là. Il faut que chacun montre que je ne vends pas les arachides, je gagne mon argent facilement. Là, elle est prête maintenant à se livrer. Or, à un certain niveau, qu'est-ce que la société fait? Parce que quand on parle de la prostitution, on voit surtout les jeunes filles. Qu'est-ce que la société a fait pour que ça ne soit pas ainsi? Quand nous voyons, par exemple, le taux de mortalité prénatale dans les hôpitaux, vous savez, le corps de la femme, pour entretenir, demande des investissements supplémentaires par rapport au corps de l'homme. C'est un corps qu'il faut entretenir. C'est un corps qui ne peut pas aller à armes égales avec l'homme dans la conquête de la pitance, c'est-à-dire du gagne-pain.
Donc, elle se sent affaiblie. Nous sommes dans un autre cas, dans une société patriarcale, où c'est l'homme qui a construit les repères et les références de la société. On a mis la femme en minorité. On lui a fait comprendre que c'est le second sexe, elle n'est rien. On ne la valorise pas. Parfait, en ce moment, on arrive à cette qu'on peut appeler automutilation. C'est-à-dire on a prouvé la femme qu'elle n'est rien. Or, l'homme ne la sollicite que pour son sexe. Elle sait que sans ce sexe, elle n'est rien. Donc, elle va faire valoriser ça. L'homme, dans son égoïsme, s'est accaparé de tout ce que Dieu a créé sur terre sous le règne patriarcal. La femme, maintenant, pour avoir un minimum nécessaire vital, est obligée de se soumettre. Donc, ici, le premier coupable de l'homme, ça, c'est le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui la pousse? L'homme s'est approprié de tout ce que Dieu a créé. Parce que la femme étant handicapée, surchargée par la maternité, par la gestion de son corps, de tout ce que vous pouvez savoir qu'il y a dans le corps de la femme. L'homme a donc profité de ses possibilités. Au lieu de mettre la femme à l'aise, il a plutôt mis la femme en minorité. C'est pour ça qu'on parle de jugement, quand on appelle une femme, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Jésus dit que c'est lui qui n'a pas lancé la première pierre. Bah, quand on dit prostituée, qu'est-ce qui provoque? Elle prostituée avec qui? C'est ça le vrai problème. Donc il faut une réorganisation de la société, remettre la femme à sa place avec ses avantages. Parce que vous voyez certaines jeunes filles, elle se prostitue, elle prend un enfant, elle ne peut pas nourrir l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller encore se prostituer pour nourrir l'enfant. Parce que ce que nous appelons souvent la maïeutique de Socrate, il faut voir pas seulement les conséquences, mais il faut voir la cause de la cause. C'est ainsi qu'on pourra un jour résoudre ce problème. Justement, on reste dans le cadre de la prostitution et dans l'élément d'Adrienne, on évoquait également le fait que les mineurs sont de plus en plus nombreux à être observés, en tout cas à pratiquer cette activité qu'est la prostitution. Vous parliez de dégénérescence morale. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser également que le fait de vouloir verser dans la facilité, que ce soit pour les jeunes filles, que les jeunes garçons, peut également justifier que ce métier est pignon sur rue, comme c'est le cas au Cameroun? Effectivement, j'ai soulevé, il y a le fait de vouloir se verser dans la facilité. Mais il faut aussi accepter que les horizons sont parfois bouchés. Parce que quand vous voyez par exemple le nombre de diplômés sans emploi, c'est énorme. Quand vous voyez le nombre de jeunes filles qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, elles font le call box. Si, dans un premier cas, elles ne trouvent pas de métier, dans un second cas, elles ne trouvent pas de mari. Là, elle est vraiment soumise à la tentation. Ce n'est pas pour justifier la prostitution. Mais il y a certains, malgré tous ces handicaps, parviennent même par le call box, par le commerce à se nourrir. Mais pour arriver à ce niveau, il faut celle qui est animée par une foi chrétienne forte, qui veut sauver son âme. Or, celle qui sent qu'elle a des vertus physiques, qu'elle a des attraits physiques. Et c'est souvent que c'est l'homme qui va vers elle. Qu'elle sent qu'elle a des vertus physiques, elle est obligée d'aller là, puisque la morale, la foi n'existant plus, elle peut facilement dégénérer de ce côté-là. Alors, offrir son corps justement pour de l'argent, cela demande parfois une dose d'audace. Dans quel esprit se trouve l'eau, la prostituée, lorsque il ou elle s'engage dans cette activité? Dans quel esprit se trouve l'eau, la prostituée, lorsqu'il s'engage dans cette activité? Dans quel esprit? Vous savez, en ce moment, il y a ce qu'on appelle dans l'être humain l'âme métaphysique. Parce que quand cette âme n'est pas éveillée, vous pouvez facilement faiblir. Les grands saints peuvent faiblir. Et la chute des anges tristes est un exemple de la perversité des plus grands nobles vertus humains qui doivent nous faire trembler. Quand l'enfant, tôt, s'engage sur le chemin de la vertu, s'engage sur le chemin de la moralité, sur le chemin du divin, et si on lui fixe un modèle, parce qu'il faut fixer un modèle à l'enfant à temps. Or, vous savez, dans nos sociétés, nos modèles, c'est les musiciens. Or, vous connaissez la musique camerounaise, c'est une musique qui baigne facilement dans la concupiscence. Parce que vous voyez chez nous, quand tu chantes le sexe, tu as facilement le disque d'or. Donc, nous avons valorisé la concupiscence déjà chez nous. Or, l'enfant a son niveau déjà. L'enfant a son niveau avant 18 ans. L'enfant n'a pas éveillé l'âme spirituelle, l'âme capable du discernement et de la transcendance, capable de vaincre le diable. Il ne l'a pas éveillé. Il limite. Parce qu'en ce moment, il n'a que l'âme intellectuelle. Il faut l'âme spirituelle pour lui permettre de résister. En ce moment, est-ce qu'à ce niveau, monsieur le sociologue, on ne peut pas établir la responsabilité parentale? Responsabilité parentale. Oui, on peut bien parler de la responsabilité parentale. Mais si le parent est faillible, on suppose que généralement ils sont faillibles. Ça peut être des orphelins.
Mais je prends le cas où on peut facilement le faire. Parce que nous avons les impôts, on a des budgets, il faut éduquer les enfants. L'État aujourd'hui a privatisé la culture dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio. Quand vous passez en Dokoti, quand vous voyez ces cassettes obscènes, nous prédisposons déjà ces enfants-là. C'est nous qui sommes condamnés. Hein. Nous avons une grande part de responsabilité. Si l'enfant veut aujourd'hui avoir, par exemple, le livre « Le paradis perdu » de Pythagore, il ne l'aura pas. Mais s'il veut une cassette pornographique, une musique pornographique sur les chaînes de télévision, c'est ça qu'on montre tous les jours. Quand on parle d'un concert de musique, il faut voir la fête de la jeunesse. Il n'y a eu aucune conférence. Mais il y avait des soirées dansantes et on sait ce que veut dire les soirées dansantes. Donc la société est totalement à refaire. Il faut la refaire totalement. Or, vous voyez, dans nos sociétés, quand on parle des grands hommes, les repères, si ce n'est pas des footballeurs, c'est les musiciens, c'est les hommes d'affaires, c'est les boxeurs, où sont les poètes, où sont les philosophes. Donc, nos sociétés ne peuvent dégénérer que là. Et si on cite le cas du Cameroun, c'est juste parce que c'est tellement effrayant. Les autres sont dans la même lignée que nous. Alors, est-ce qu'une rupture affective ou une dépression peut conduire vers ce métier? Rupture affective. Permanente. Permanente. Je peux dire, pour celle qui est mariée pour aller dans la prostitution, il faut une déception amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, depuis la disparition des poètes, parce qu'il faut qu'ils reviennent, nous avons confondu amour et sexe. Parce qu'il y a sensualité et sexualité. C'est la sensualité, l'amour qui nous amène vers Dieu. On a banalisé vers le sexe. Or, le sexe, qui dit sexe, dit Kundalini. Qui dit sexe, dit Kundalini. Dans le sexe, toutes sortes de dégénérescence est possible. Et en ce moment, on est tenu par le bas astral. C'est l'amour manifesté très bas. Parce que celui qui va vers la prostituée, il ne manifeste pas l'amour, mais il manifeste le sexe, l'instinct sauvage, ce que nous appelons la concupiscence. Parce que l'homme est un microcosme. Ça signifie qu'en nous, il y a tout. Il y a Dieu, il y a le démon, il y a toutes sortes d'animaux. Et pour preuve, l'homme, chaque espèce est caractérisée par la voix qu'il dégage. L'homme est le seul être qui peut imiter toutes les créatures, tous les animaux. Ça signifie que tous ces animaux sont en nous. Or, quand la concupiscence éveille ce bas astral-là en nous, l'amour manifesté très bas vous pousse maintenant vers la prostitution. Or, on aura beau fixer les lois, créer tout, mais l'homme est programmé pour devenir un Dieu. Et si nous n'éveillons pas cette étincelle divine à temps, vous aurez beau multiplier les garde-fous. Regardez par exemple en Europe, aux États-Unis, on a multiplié les lois à l'infini. La police, tout ce qui peut être comme arsenal de garde-fous. Mais regardez le taux de suicide chez eux, le taux de pervers sexuels. C'est ça le problème. Nous sommes dans une société où la justice a pris le pas sur l'amour. Je ne dis pas que la justice ne doit pas exister. Mais là, dans la justice, on peut tricher. Mais dans l'amour, c'est l'amour qui peut nous sauver. Vous aurez beau faire, tu ne peux pas contrôler ou interdire la prostitution. Ça se fait dans l'obscurité. Mais il faut déjà être capable d'éduquer les enfants à travers l'école. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, l'école, on dit laïque, mais c'est athée. Quand Pythagore, que nous tous mathématiciens, philosophes, physiciens imitent, il dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et Dieu, Dieu au-dedans de vous. Donc nous avons faussé l'enseignement des grands philosophes et des grands penseurs. C'est pour ça que l'homme a atteint ce degré de dégénérescence. Quand vous allez voir les causes de la prostitution, c'est-à-dire les causes de la concupiscence, quand vous voyez le cancer de sein, de prostate, d'utérus, ça ne frappe que les parties sexuelles qui touchent la vie. Parce que le premier organe sexuel de la femme, c'est le sein. Pour que certaines ne savent pas, c'est l'organe le plus sensuel de la femme, c'est le sein, prostate, utérus. Donc vous voyez que la vie est déjà attaquée. Parce que les forces cosmiques ne nous pardonneront pas toujours quand nous allons nous écarter de Dieu. Ils frappent, ils sont en train de mettre les signaux d'alarme là, c'est au rouge. Ils nous disent attention, rentrez vers la vertu. Donc ce n'est qu'à travers cette vertu-là que nous pouvons sauver. Or, nous sommes aujourd'hui sous le règne patriarcal. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 000 ans de patriarcat, où l'homme a fait un usage cruel, coupable des possibilités qu'il a eues. Et la femme maintenant est en train d'aspirer à son autonomie, elle est en train d'aspirer à sa souveraineté, à sa dignité, puisque l'homme s'est accaparé de tout ce qui existe sur le monde.
Et comme l'homme aime la concupiscence, pour donner une petite partie des bribes, des biens que Dieu a mis sur terre gratuitement pour les deux sexes, pour donner une miette à la femme, il lui réclame son sexe. C'est ça qui se justifie là-bas. Pour sortir définitivement de cet échange avec vous, monsieur le sociologue, juste une question pour en sortir. On a évoqué les questions d'éducation, on a parlé également de la précarité de la vie qui semble justifier que cette profession gagne du terrain dans notre pays. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de redresser la barque et comment est-ce qu'on y procède? Il faut redresser la barre. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'homme qui a créé la loi. Or, l'homme est fait d'orgueil et de violence. Aujourd'hui, à travers la féminologie, parce qu'une nouvelle siècle de lumière est en train de venir, même comme les gens ne voient pas. Il faut restaurer les vertus féminines. Il faut, à côté de la rigueur de l'homme, une rigueur qui aboutit même à la perversité. Il faut mettre l'amour, il faut un supplément d'âme féminine. Il faut associer désormais la femme à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, elle subit. Si la femme n'est pas libérée, si elle n'est pas libérée, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il dit j'aime ma femme, il lui achète les voitures, il lui achète les maisons, mais il ne lui restitue pas son âme juste pour la servir. Il ne l'élève pas vers Dieu. Tant que la femme sera enchaînée, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons enchaînée, elle n'a pas de liberté, elle n'a de liberté que celle que nous avons voulu. Pendant les 10 000 ans de patriarcat, la femme ne connaissait pas Dieu, elle devait servir l'homme. La femme ne devait servir que l'homme. Or, aujourd'hui, où on doit élever la femme pour qu'elle atteigne sa dignité vers Dieu. Parce que là que vous voyez quand on parle de la femme, ça signifie qu'on l'a déjà chosifiée. Le sexe féminin n'existe pratiquement pas si elle ne se greffe pas à l'homme. Donc aujourd'hui, il faut revoir la polarité de la parité. Il faut revoir la polarité de la parité. Parce que quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est criminel, c'est dangereux. L'égalité est devenue une égalité identité où la femme veut défier l'homme, veut faire comme l'homme, alors que la femme doit faire comme la femme. C'est-à-dire les vertus féminines, les vertus divines, elle doit se lier à Dieu. Le salut viendra de la femme. Merci, monsieur le sociologue. Je rappelle que vous êtes parfait Sipoa. Tout de suite, on va introduire le prochain élément qui campera le décor de la deuxième phase d'échange, cette fois-ci avec le métaphysicien, déjà confortablement installé dans nos studios. On parle donc de la prostitution qui est une profession qui est illégale, profession donc illégale. Profession illégale, et puis éventuellement on reviendra sur la prostitution en milieu scolaire. On évoquera également le cas de ces prostituées qui gagnent du terrain dans les différents milieux professionnels, mais également les débits de boissons. En attendant qu'ils s'installent, je vous propose de découvrir les arcanes du droit sur la question de la prostitution au Cameroun. Ensuite, l'approche métaphysique sera évoquée dans le cadre de cette édition de Grand Angle. Le Cameroun, pays de loi mais aussi de règlement, se veut un État rigoureux qui réprimande toute faute condamnée par le Code pénal. L'adage « il n'y a point d'infraction ni de peine sans loi » traduit aisément les articles 294 et 343 du Code pénal camerounais pour ce qui est d'une rémunération après acte sexuel et punissable par la loi. La loi interdit la prostitution. Et que notre code pénal a son article 343 punit la prostitution. C'est-à-dire qu'une personne qui habituellement, moyennant rémunération, se livre à des relations sexuelles et continue et en permanence, comme on l'a dit. La loi punit donc de 6 mois à 5 ans la personne et de 20 000 à 500 000 francs d'amende. Cela veut dire que la prostitution n'est pas permise au Cameroun. Et que cette personne donc, qui se livre à cette activité sache que c'est puni par la loi. Si on arrive à l'extraire. L'article 294 organise tout de même une série de mesures complémentaires dont les prostituées ou les proxénètes peuvent faire l'objet. L'article 4 de ce texte voudrait que, lorsque le proxénétisme est l'œuvre du propriétaire, du gérant ou du proposé d'un établissement où se pratique la prostitution ou sur une personne mineure de moins de 21 ans ou par un parent de la victime, l'auteur fasse l'objet d'un engagement préventif, c'est-à-dire s'engage à payer une somme déterminée en cas de récidive, dans un certain délai, avant de subir une toute nouvelle peine. L'auteur peut également être privé
de toute autorité morale sur la victime ou subir toute autre peine telle que citée par l'article 30 du Code pénal. Le tribunal peut enfin, comme l'indique l'article 294, ordonner la fermeture de l'établissement où se pratique la prostitution. Emprisonnement et amende selon que le degré de l'acte commis ou de grade attribué à l'activité. Le proxénétisme, également punissable par la loi, tout comme la prostitution, se classe dans le même secteur d'activité. Ces dernières supposent au minimum que 3 éléments soient réunis: la référence au rapport sexuel, la rémunération et l'habitude. Oui, vous avez une infraction qui est dans la loi appelée proxénétisme. L'article 294 d'ailleurs punit les proxénètes. Les proxénètes, c'est quoi? C'est ceux qui effectivement facilitent, aident, provoquent ou qui utilisent toutes les astuces pour permettre la prostitution d'autrui et en bénéficier en retour. Et ceci m'amène justement à dire ces parents qui envoient leurs filles ou leurs garçons se prostituer pour les nourrir et sont punis par ce code. Et la loi est claire là-dessus. C'est comme je vous indiquais tout à l'heure, de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme et de 20 000 à 1 million de francs. Mais cela ne s'arrête pas là. Et on va plus loin pour punir les proxénètes. Ceux-là même, si vous habitez par exemple une prostituée qui habite avec quelqu'un et que celui-là bénéficie des produits de la prostitution. Et comment on le sait? Si vous habitez avec une prostituée et que vous n'arrivez pas à justifier ce qui vous permet de vivre et que vous êtes au crochet d'une prostituée, vous êtes puni par l'article que je viens de vous indiquer, le 294 sur le prosélytisme. Il en va de même des tenanciers, des maisons dites maisons closes, qu'on appelle ailleurs maisons de tolérance, et que ici chez nous, c'est partout écrit auberge, etc. Parfois caractérisé par l'ampoule rouge, qui brille, qui appelle discrètement les personnes à venir. Donc il faut savoir que c'est une activité qui est réprimée pour ceux qui l'exercent par l'article sur la prostitution, et même pour ceux qui contribuent à faciliter, à aider, à provoquer et même à entretenir la prostitution. Ces maisons closes ou de tolérance en pignon sur rue, aujourd'hui dans presque tous les quartiers, on les retrouve et reconnaît par leur indicatif donné plus haut. Il faut dire qu'il existe également des éléments secondaires de l'incrimination, des éléments utilisés face à la difficulté de prouver matériellement les actes sexuels et la rémunération exigible. Dans ce cas, la loi ne retient que les moyens et les buts visés, mais à la condition constante qu'ils soient habituels. Une logique dans laquelle la prostitution serait caractérisée par le racolage public. Et le racolage en général suppose un acte positif comme un appel par voix au téléphone, un sifflement, un geste manuel ou un regard suffisamment suggestif. On peut donc avoir divers moyens de racolage, notamment des attitudes passives, considérées comme telles lorsqu'elles sont de nature à aiguiser ou à stimuler un désir sexuel chez autrui. On songerait donc à une posture provocante, sans parole ni geste, en tenue légère, dans un lieu très fréquenté comme les débits de boissons, les boîtes de nuit, les restaurants et même dans la rue. Il reste cependant très difficile de prouver verbalement qu'une personne est prostituée ou proxénète. On peut avoir recours à des photos, des enregistrements audio ou vidéo, mais qui ne seront pas toujours recevables par la justice, également restrictives. La loi ne protège pas les prostituées, mais protège l'être humain en général. C'est puni. Mais cela ne veut pas dire que la personne n'est pas protégée. Ce n'est pas parce qu'on est prostitué qu'on est en marge de la société. Si la personne est victime, par exemple, de violences sur son intégrité physique, la personne peut se plaindre, effectivement, d'avoir été violentée par tel ou tel pour entrer dans ses droits. Seulement, il faut savoir que la prostitution, comme toutes les autres activités de l'homme, s'exerce par ce qu'on peut appeler des conventions, des contrats. Parce que tous les jours, contrairement à ce que les gens croient, nous signons des contrats. Je veux aller à tel et dire oui, je t'accepte chez moi, c'est un contrat. Vous prenez le taxi le matin, avec le taximan, vous signez un contrat, vous achetez une tomate, c'est un contrat, etc., etc. Donc, lorsque vous avez des rencontres
dans le cadre de votre activité de prostitution, vous signez des contrats. Seulement, le 1134 du Code civil nous dit que pour qu'un contrat soit valable, il ne faut pas que celui-ci piétine la loi et les bonnes mœurs. On comprendrait aisément les raisons de certaines disputes entre clients et prostituées non portées devant les juridictions. Donc vous ne pouvez pas vous fonder par exemple sur le non-paiement de vos prestations de prostitution pour recouvrer le dû, comme on a vu parfois les bagarres au sortir des auberges et autres, où certaines personnes réclameraient le paiement de tous les services rendus pendant tous les ébats. C'est sur le plan du droit, vous ne pourrez pas avoir gain de cause. Mais il maquille souvent ça d'autres façons, c'est-à-dire il me doit, il me devrait, bon, il m'a promis, mais il ne faudrait pas que ce soit dans le cadre de la prostitution. Et souvent, l'arrangement à l'amiable vient résoudre la situation conflictuelle. Et parfois, sans vraiment s'en rendre compte, l'on devient acteur ou victime à un moment ou un autre de la prostitution. Il est juste conseillé de faire attention aux fréquentations quotidiennes. La prostitution est donc un délit grave puni par la loi du Cameroun. En cas de culpabilité établie, les peines vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement assorties d'une amende de plus d'1 million de francs CFA. Nous évoquerons cela en dernière partie de cette édition de Grand Angle. Je reçois le professeur Emmanuel Clipote. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Alors, professeur, quelle est l'approche ou le regard que le métaphysicien que vous êtes jeté sur la prostitution? De toute façon, c'est très complexe. Parce que la prostitution, sur le plan métaphysique, n'a rien à voir avec les aspects sociologiques ou bien des aspects de droit. Parce que dans la vie, il y a le droit naturel. Il y a le droit législatif, constitutif ou constitutionnel. Tous ces droits ne reflète pas toujours ce qui est du droit naturel. Peut-être le législateur essaie de voir la chose dans le sens du droit naturel et amène ça à la portée de l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui prennent ont le pouvoir de régenter la société, de gérer la société. Alors là, nous sommes dans une phase de lecture de l'être humain, comme le disait le sociologue, où là, il faut voir la place de la femme et la place de l'homme. Et là, c'est l'homme qui décide sur la loi. Vous savez que aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps que les femmes ont commencé à siéger dans les milieux législatifs. Donc, pour revenir sur les aspects métaphysiques, l'homme et la femme, ce n'est qu'un problème de carcasse. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Là, nous sommes en train de voir autrement l'être humain. Parce que cette incarnation, c'est parce qu'en métaphysique, nous on croit à la réincarnation. Alors, au cours d'une incarnation, vous avez une mission à accomplir. Et cette mission vous oblige de porter un corps. L'être humain n'est pas le corps, mais est ce qui est, du moins, n'est pas le corps physique, mais le corps subtil, en fait. Parce que lorsqu'on trépasse, lorsqu'on décède, le corps physique est enseveli, c'est-à-dire c'est ça la dépouille, en fait, c'est ce qui fait regrouper les gens. Mais le véritable corps de l'homme n'est plus là, il s'envole. Alors, au niveau de ce corps subtil, il n'existe pas de sexe. C'est-à-dire, il n'existe pas de femme, il n'existe pas d'homme. Au point où la prostitution n'est pas seulement la chose des femmes, c'est la chose de tout le monde. Il y a les hommes qui sont prostitués. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'homosexualité, il y en a qui baissent les slips, qui baissent les culottes pour avoir un poste ministériel ou bien pour avoir une considération dans la société, c'est-à-dire un cadre de société ou n'importe quoi.
Donc c'est une prostitution qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que l'être, cette fois-là, n'est ni femme ni homme. C'est malheureux qu'on parlait de la prostitution, on ne voit que la femme. Non, c'est malheureux, moi je l'ai dit. Sur le plan métaphysique, c'est le moi intérieur, l'être intérieur qui prostitue, en fait. Ce n'est pas le corps physique. Le corps physique n'est que un véhicule. Le véhicule, c'est quoi? Prenons un camion, une voiture et un chauffeur. Il peut arriver que vous n'arrivez plus à conduire votre véhicule, votre voiture. Mais c'est à vous de gérer la situation, ce n'est pas la voiture de s'auto-gérer. Donc, si le côté animal de l'homme prime sur le côté spirituel, qui est sa double dimension, son côté subtil, ce n'est pas la faute du corps physique. La femme ne représente donc pas le corps physique uniquement. Non, c'est une dimension qui cadre avec la mission que l'homme a à accomplir. Là, je vais essayer d'expliquer le phénomène femme, par exemple. Vous savez, dans la société, les femmes sont maltraitées, mais les femmes maltraitent aussi. Prenons un monsieur qui paye beaucoup d'argent pour élever une femme au niveau social décent. Il envoie la femme à l'école, qui est une jeune fille. Après, la fille devient une adulte. Il construit des maisons, il achète des voitures. Il vide son compte. Du moins, il est ruiné complètement. Cette dernière se tape une vie avec une autre personne. Alors, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Là, ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème de dettes karmiques. Ça s'explique comment? Ça s'explique qu'il y a des gens au cours de sa vie. Son père laisse le terrain, laisse les biens, laisse les lopins de terre, des biens et tout, et lui, il est l'aîné. Il s'arrange à s'approprier de toutes ces choses, et peut-être ils ne sont que deux garçons, il n'y a pas de filles, et met en difficulté son petit frère. Au cours de cette situation, son petit frère décède. Dans une autre vie, son petit frère naîtra une fille. Et il va payer de cette dette, parce que vous voyez souvent des hommes courir derrière des petites gamines à dépenser, à faire la volonté de cette fille au point où on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc on ne sait pas, là c'est une lecture métaphysique, parce que vous m'avez demandé de parler métaphysique. Nous avons donc un autre regard des phénomènes de la société lorsqu'il faut les lire, et on les lit froidement. Cela n'intéresse pas l'homme politique, cela n'intéresse pas le civilisé scolaire qui a son diplôme de cartésien, médecin et autres, c'est pas intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est l'effet palpable, c'est-à-dire qu'il peut toucher du doigt et comprendre. Et c'est ce qui est en train d'arrêter les lois, comme ce que nous avons comme loi contre la prostitution au Cameroun, et qui sont des lois diligentées vers la gente féminine. Et pourtant, c'est des lois qui devraient être froidement vues dans le sens de tout aspect de prostitution qui puisse exister. Mais, vous savez, la prostitution date depuis les millénaires. C'est-à-dire que sur un autre plan, la femme prostituée, c'est la femme, là maintenant je parlais d'une femme qui aime faire l'amour et qui se livre avec des hommes dans le but de faire l'amour. Et peut-être, il y a des retombées. Elle n'est pas forcément commerçante de son corps. Cette femme, en fait, équilibre la société. Parce que, vous voyez, dans le monde des affaires, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire l'amour avec leurs femmes, qui sont tout le temps en voyage et qui laissent leurs dames. Et ces dames se mettent en syndicat, en association, pour trouver une issue d'encadrement sexuel nécessaire, parce que souvent, c'est des femmes qui sont des femmes de très haute classe qui ne peuvent pas rentrer en contact avec le commerce des mortels.
dans d'autres sociétés, on a construit des bases pour pouvoir satisfaire ces femmes en faisant des cabinets, hein, des garçons gentils qui peuvent être à la demande du mari, appelés à satisfaire les attentes de leur épouse. Et ils sont toujours en train de voyager avec des secrétaires qui sont comme des épouses sur le plan professionnel. Et leurs véritables dames sont restées dans l'attente, et ceci des mois. Vous voyez que tous ces arrangements ont une base. Alors, cette femme qui est en contact avec ces garçons gentils de ces cabinets, c'est avec la permission du mari. De même, il y a les prostituées dans la rue qui rééquilibrent les ménages, qui sont en voie de dislocation. Pourquoi? Parce que la dame n'aime pas faire l'amour avec son époux. Lui, elle, néanmoins, a d'autres idées par rapport à la relation. Elle est venue dans cette maison pour trouver refuge, hein, et équilibrer sa vie sur le plan matériel. On lui donne tout, elle a tout ce qu'il faut, mais cependant, elle n'est pas en mariage. Alors certains messieurs, pour ne pas recommencer à zéro, se permettent de se mettre à côté avec ces jeunes filles pour retrouver l'équilibre et garder son mariage en paix. Autrement dit, à vous entendre, professeur, la prostitution a donc de beaux jours au Cameroun. Mais est-ce que pratiquer cette activité aujourd'hui au Cameroun ne réduit pas l'élévation spirituelle? Écoutez, l'élévation spirituelle relève des tabous sur le plan de l'entendement de l'homme. C'est l'homme qui définit qui est Dieu. Pour le métaphysicien, ce n'est pas Dieu qui définit qui il est à l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui construit une manière de se mettre vers Dieu. Parce qu'il y a un problème de lire l'histoire des religions. Comment ça commence? Tout commence par la superstition. C'est-à-dire, la croyance en Dieu commence par la superstition. Alors, les églises partent sur la relation homme et Dieu, mais circonscrit par le cerveau de l'homme qui est le cerveau de la matière terre. Parce que dans le système cosmogonique, il y a des habitants dans d'autres continents, dans d'autres planètes, sur d'autres planètes, je vais dire bien, et sur d'autres galaxies. Il s'est avéré de nos jours que, à près de 200 sortes de 2 millions de galaxies qui existent, ailleurs, il y a d'autres planètes qui sont comme la Terre, ayant l'oxygène, l'hydrogène et tout, dont on pense qu'il y a des habitants dans cette planète, comme ici sur notre planète, la Terre. Il est fort probable qu'au-delà de ce que nous voyons, parce que l'homme ne peut que voir ce qui est constitué de la matière, Terre. Il ne peut pas voir ce qui est constitué de ce qui n'est pas valable pour... Parce que nous sommes issus de la Terre. Nos yeux n'ont que les possibilités de voir ce qui est issu de la Terre. Si par exemple on se retrouve à la Lune, on ne verra jamais les habitants de la Lune, tout simplement parce que nos yeux ne sont pas constitués à la base de la matière Lune. Résultat, nous ne savons pas qui est Dieu. Nous, c'est une supputation. Nous pensons que nous sommes restés, parce que quand on étudie, quand on fait une étude cosmogonique approfondie, on arrive à une situation où, avant, la Terre était le centre de l'univers. Ce qui voulait dire que ce que concevait l'homme de l'univers, c'est ce qui était valable. On a changé avec Copernic, Kepler, tout ce genre-là. On est arrivé à une situation où on a compris que non, la Terre n'est qu'une planète sur la galaxie solaire. Et que dans d'autres, il y a d'autres galaxies. Résultat, nous n'avons pas changé de la manière de croire en Dieu. Non, nous sommes restés dans cette manière fustigée. Et là, pourquoi? Parce que cette manière-là entretient un gain
permet aux gens de vivre de cette manière pour assouvir leur faim, leur désir sur le plan matériel. Sur le plan métaphysique, il est donc probable de constater que Dieu est tellement immense qu'on ne peut pas le réduire à notre entendement, c'est-à-dire par rapport à notre cerveau, c'est-à-dire le mettre dans une boîte, au point où les aspects tels que la femme, l'homme, la prostitution, les lois religieuses qui interdisent la polygamie, nous en savons quelque chose lorsque l'aspect patriarcal est permis à ce que il se présume un certain monsieur, du moins il se présente comme le pape parce que c'était des patriarches. Il y en avait 4. Alors l'un de ces patriarches est devenu le pape. Il s'est mis à imposer sa loi sur toute l'Europe. Et c'est là qu'il naît l'aspect de ne pas se marier de plusieurs femmes. Et là, il fallait que le roi des Royaumes-Unis, je crois Charles XIII, je ne sais plus qui, parce que ce n'était pas un massacre quand même. Alors, celui-là, il s'est rébellé, parce qu'il avait vu qu'il avait une femme, il n'arrivait pas à procréer. Et il fallait qu'il prenne d'autres femmes. Il s'est rebellé. Donc, c'est des gens qui décident que c'est ce que Dieu veut. C'est comme les normes en médecine. C'est un groupe de gens qui font les affaires, qui font des médicaments et qui constituent une institution médicale où les médecins sont au service de cette institution pour faire des prescriptions, jamais des conseils. Vous ne pouvez pas aller voir un médecin où vous faites un conseil, il vous dit, bon voilà, faites ceci, faites cela. Non. Chaque plainte égale une molécule. C'est ces contraintes, c'est cette méthode qui a amené donc des gens comme Freud, qui n'étaient pas humains, à faire de l'Europe, après les grandes guerres contre la sorcellerie, qui était en fait une manière d'éliminer les gens qui influençaient le roi, et non parce que c'était vraiment des sorciers. Il fallait trouver une autre solution. C'est là qu'est né les loges, c'est là qu'est né les mouvements d'hypnotisme, et c'est là que les gens comme Freud vont faire la psychanalyse, et qui n'a aucune base sur du sérieux. Tout cela prend base sur comment manipuler ces rois-là et trouver une nouvelle société. Alors on parlera évidemment des loges, mais j'aimerais très rapidement vous relancer, professeur, sur la prostitution. Nous sommes en Afrique, évidemment, très attachés à nos traditions. Est-ce que pratiquer la prostitution dans notre pays, par exemple, n'a pas des répercussions sur le vécu de la prostituée ou le prostitué? Ah oui, mais moi je pense que la prostitution en Afrique, c'est nouveau, quand même. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. En Afrique, on mariait les filles. C'est-à-dire le père trouvait l'époux à sa fille, dont le mari. Et comme le dit la Bible, marie ta fille. Donc trouve-lui un homme en mariage. Nous avons une nouvelle donne. Là, c'est vrai, tout à l'heure, le sociologue l'a relevé. Nous avons une nouvelle donne. C'est que le rôle de la femme en Afrique a complètement changé. La femme était sous la protection de l'homme. Avant, s'il faut parler Afrique, la femme était sous la protection de l'homme. L'homme lui donnait un toit et l'empêchait de se faire dévorer par les bêtes féroces. Ou bien de se faire emporter par des hommes, d'autres hommes, par viol ou par obligation d'être ensemble. Et là, dans cet état de choses, la femme était protégée. Malgré que l'Occident constate plutôt que la femme était utilisée. Elle était protégée. Elle était protégée par une société qui avait des patriarches, bien évidemment, même si son rôle était beaucoup plus de faire des enfants, de nourrir l'homme. Parce que par moments, l'homme ne faisait rien. C'est la femme qui cultivait la terre, qui cherchait à manger et qui faisait tout. Parce qu'il y avait certains endroits, même jusqu'à pas très longtemps, on a constaté au niveau des OAT et tout, les gens qui boivent le long de l'année. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller dans leur champ
des cacao dans les plantations, mais défricher les champs, donner la femme, donner une portée, du moins une possibilité à la femme de cultiver. Non, mais il attend de quoi manger chaque jour. Est-ce qu'on ne s'attire pas des ondes négatives quand on pratique la prostitution au Cameroun, au regard des traditions ancestrales? Alors là, moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que la prostitution qui est pratiquée au Cameroun n'est pas une prostitution telle que je voulais les décrire sur le plan métaphysique. Parce que la prostitution sur le plan métaphysique, c'est l'amour de changer, c'est-à-dire l'intimité avec l'autre, mais sous un autre angle. C'est-à-dire vous n'êtes pas marié et vous êtes à la portée des hommes qui n'ont pas de femmes, hein, ou bien qui ont des femmes, mais puisque par moment il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, mais ce qui est du fait qu'une personne refuse de travailler, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est en Afrique qu'on dit aux gens aller à l'école pour devenir les gens. Ailleurs, on ne dit pas ça. Non, l'école ne rend pas quelqu'un, ne change pas la dimension de l'être humain dans son vrai karma ou bien dans son vrai chemin, hein, son fardeau. Parce que c'est pour cette raison que vous aurez fait toutes les études du monde, avoir plusieurs diplômes et ne jamais travailler, ou bien ne pas avoir un bon travail. Alors, il est hors de question de dire aux enfants aller à l'école pour devenir quoi que ce soit. Il faut dire aux enfants allez à l'école parce que vous êtes déjà des êtres humains et allez-y pour savoir comment utiliser l'école pour que ça vous soit utile. Hein? Parce que déjà, quand tu as une valeur, l'école ajoute. Mais lorsque tu n'as pas de valeur, tu deviens un idiot en allant à l'école. Parce que l'école rend les gens idiots. L'école abrutit les gens. L'école, c'est le temple de la ruse. Et qui dit ruse dit malhonnêteté. On va à l'école pour avoir de l'argent. Et non pour être moral. Non pour avoir une vie spirituelle. Alors, à partir de là, il y a un problème. Et surtout pour l'Africain qui n'est pas diplômé dans le vrai sens du terme, mais il est civilisé. C'est-à-dire le diplôme lui permet de parler en public, sans quoi il ne se sentirait pas lui-même. Alors moi je dis, la femme prostituée en Afrique, c'est une femme qui a perdu complètement la notion de l'être humain qu'il faut garder. Parce qu'elle sort le matin, non, le soir, elle tourne en ville et elle vit de ça. Dans la journée, elle dort. Elle peut faire autre chose, elle ne veut pas le faire. Elle donne l'impression, parce que, prenons par exemple, des garçons qui est dans la même situation qu'une femme, c'est-à-dire, il a le diplôme le même comme la demoiselle qui se prostitue. Parce qu'il ne faut pas seulement voir les femmes désœuvrées qui prostitueraient. Il y a des filles qui sont dans les lycées et collèges qui sont des prostituées. Il y a des universitaires qui sont des prostituées. Il y a des gens qui travaillent, qui ont les salaires de moi, j'ai connu, on ne cite pas les contemporains, quand je travaillais à la CRTV, quand j'étais avec la CRTV fréquemment, il y avait des personnes, des femmes à la CRTV qui faisaient la rue. Quand on les rencontrait, elles se cachaient. Alors, ce n'est pas un problème d'argent pour certaines femmes, c'est un problème de vivre une certaine vie. Et là, celle-là, qui a son salaire, qui prostitue, est différente de celle qui prostitue sans salaire et qui pense qu'elle attend tout de la prostitution. Moi, je pense que celle qui prostitue avec le salaire prostitue par l'amour de changer les hommes, d'aller d'homme à homme. Et là, il peut arriver qu'il y ait un cœur de change, hein, un cœur d'amitié et d'amour vrai. Parce qu'il ne faut pas toujours voir la prostitution dans le mauvais côté. C'est dans le mauvais côté et du fait de la morale. Dans le mauvais côté du fait de la loi. Parce que là, c'est des conditions de société qu'on doit respecter. On ne peut pas aller au-delà de ce que son pays prévoit comme loi. Mais moi, je dis, parce que vous posez la question à un métaphysicien, j'explique la chose comme pour dire, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de problème. Alors, que pensez-vous de ces allégations qui font état de ce que, généralement, une belle de nuit s'en va avec les chances de son client d'un soir? Mais écoutez, toutes les relations sexuelles sont
des relations à problème. Il y a des gens, ils se marient, on les licencie. Dès qu'il se met avec une femme, il n'a plus de travail. Il y a des gens, dès qu'ils se met avec une femme, ils chôment, ils trouvent un emploi. Donc, les relations sexuelles sont des relations à problème. C'est pourquoi il faut faire une étude scientifique d'affinité. Une étude scientifique d'affinité veut dire quoi? Veut dire qu'il faut déterminer les vibrations électromagnétiques des deux personnes qui se mettent ensemble, à travers leur nom et leur date de naissance. Et de la première année des rencontres, parce que c'est des phénomènes qui ne disent pas leur nom. Si par exemple, vous dormez avec une fille le week-end, ne dormez plus, ne vous mettez plus avec une autre fille jusqu'à dimanche prochain. Là, vous avez le temps de savoir si cette fille-là vous apporte des effets positifs ou négatifs. Ça, c'est évident. Hein? C'est-à-dire, faites tout pour que toute la semaine, c'est-à-dire de lundi à samedi, puisque vous allez travailler lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi, ne couchez pas même avec votre épouse. Essayez de faire chambre à part et vous allez savoir si cette fille vous apporte quelque chose de bien. Parce qu'il y a des filles, quand vous l'aviez au lit le week-end, vous aviez, si vous travaillez, si vous êtes peut-être un particulier, hein, vous aviez plus de clients. Si vous travaillez chez quelqu'un, vous avez le pourboire. Il y a d'autres que quand vous couchez avec le week-end, vous aviez une mise à pied, une demande d'explication, des blancs, même pour les choses pour lesquelles vous n'êtes pas concerné. Donc c'est ça, moi je dis, les relations sexuelles avec des femmes, c'est des relations à problème. Merci professeur Emmanuel Klipoth. À présent, je vous propose d'aller à la découverte également des hommes d'église qui ont également apporté une réflexion sur la prostitution, le regard de l'église sur le phénomène dans notre pays. C'est un reportage signé Jean-Jean Mayetna. Elles se reconnaissent pour la grande majorité à travers leur tenue extravagante qui laisse très souvent transparaître des parties intimes. Elles écument pour la plupart les rues des grandes métropoles, des carrefours, les zones de grandes rencontres et autres lieux stratégiques ou débits de boissons. Auberges et autres lieux de passe de fortune se discutent la vedette. Elles prennent généralement service une fois la nuit tombée et ne rentrent qu'au petit matin. Elles se font vulgairement appeler les belles de nuit. Les braquettes, les garagistes, les prostituées, la liste est loin d'être exhaustive. Elles ont pour cible principale les hommes, plus particulièrement les expatriés, les hauts fonctionnaires d'État, les patrons d'entreprises et autres hommes aux grosses cylindrées, habitués du secteur. Tenez par exemple, pour une seule nuit, une professionnelle du sexe peut empocher la rondelette somme de 30 000, voire même 50 000 francs CFA. Et en période de vache maigre, c'est-à-dire lorsque le marché est dur, cette dernière peut s'en tirer avec 1 000 francs. Parfois même, repartir bredouille, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Un phénomène qui gagne de plus en plus des proportions au Cameroun et qui constitue, selon l'Église catholique romaine, un drame social, un péché grave contre la dignité humaine. L'Église pense que tout être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'après le récit de la Genèse. Et à cause de cette image et de cette ressemblance de Dieu, en chaque être humain naît la dignité humaine. La dignité humaine vient du fait que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. La prostitution, pour l'Église, constitue un péché grave contre la dignité humaine. Celui qu'on paie pour tirer de cette personne un plaisir vénérien, on pêche contre sa dignité à elle, mais aussi celui qui paie pour avoir quelque plaisir charnel que ce soit, pêche contre sa dignité à lui. Donc, l'Église condamne la prostitution comme étant une façon de remettre en cause la dignité que Dieu nous a donnée. À cause de la dignité que Dieu nous a donnée,
il a voulu que l'acte sexuel soit un acte qui soit épanoui dans le cadre du mariage. Donc, dans son activité d'évangélisation, l'Église invite tous ses fidèles, mais aussi toutes les personnes de bonne volonté, à reconnaître leur grandeur de fils et filles de Dieu. Donc l'Église est contre la prostitution. Pour l'Église presbytérienne camerounaise, entretenir des rapports sexuels contre des espèces sonnantes et trébuchantes est plus grave que l'adultère. Selon l'Église, non, ce n'est pas encore de métier. Ce n'est pas un métier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce métier? On vend son corps. Oui, mais le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme selon le chrétien. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et on ne devrait pas le souiller. Le vendre contre quoi? Ça, c'est aberrant, c'est aberrant. Dans la doctrine chrétienne, ça ne passe pas. La position de l'Église est simple et claire. L'Église est contre cette pratique. Et il est clairement dit dans la Bible, ne commets point d'adultère. La prostitution est plus grave que l'adultère. Donc l'Église condamne la prostitution. Si certaines belles de nuit avancent la thèse d'une insatisfaction sexuelle avec un seul et unique partenaire, ou encore d'une déception amoureuse à l'origine de cette profession, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la précarité ambiante occupe une place de choix dans cette montée exponentielle. La liste des raisons ne peut pas être exhaustive. À mon avis, il y a des motivations qu'on ne saurait énumérer facilement. Mais on peut savoir qu'il y a la pauvreté ambiante, il y a la facilité, il y a la mondialisation. Je parle de la mondialisation parce que la prostitution a toujours existé. Mais elle n'a jamais été aussi vulgarisée, vulgaire qu'à ce jour. Elle est devenue vulgaire parce qu'on passe le temps à visionner des images qui incitent les jeunes à aller vers ce métier. Il y en a qui ne sont pas des prostituées professionnelles, mais qui se prostituent d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ne sont même pas prostituées, qui sont des vagabonds sexuels. Donc il y a cette incidence des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la jeunesse camerounaise particulièrement. Donc, les raisons économiques, j'ai évoqué l'éducation familiale. L'éducation familiale, parce que beaucoup de parents se laissent aller à ce qu'ils appellent la mode. Et cette mode aujourd'hui, c'est marcher presque nu, s'exposer, exposer ses parties intimes. Or, l'être humain est un être de chair qui est sensible. L'homme doit faire des efforts pour se retenir face à une femme qui s'expose à lui. Beaucoup n'ont pas cette capacité, beaucoup n'ont pas cette maîtrise. Ils y vont, trouvent une terre fertile et puis voilà le vagabondage, voilà la prostitution. Et au-delà de la prostitution traditionnelle, les maisons closes, le proxénétisme et autres formes d'exploitation sexuelle, il existe également au sein des cathédrales, chapelles, temples, paroisses et autres lieux de prière une autre forme de prostitution qui prend de plus en plus de l'ampleur. Oui, il y a ces habillements dans l'église. L'église presbytérienne camerounaise ne l'acceptait, je parle à l'imparfait, ne l'acceptait pas. Mais de plus en plus dans certaines paroisses, on s'habille n'importe comment. Mais jusqu'à présent, dans mon consistoire et dans ma paroisse, on n'admet pas certaines tenues. On doit être couvert quand on se présente à Dieu. On n'a pas besoin de s'exposer. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes beaux ou belles, il le sait. On n'a pas besoin de lui démontrer. On vient à l'église parce qu'on vient rencontrer Dieu. On ne vient pas rencontrer le pasteur ou rencontrer un chrétien. On vient à la rencontre de Dieu. On doit venir d'une manière très digne. Pour mettre un terme à cette déviance vestimentaire, à l'église presbytérienne camerounaise, tout un service constitué de diacres et de diaconesses est mis à contribution à l'entrée des temples de Dieu. Nous condamnons cela.
Et nous avons un corps de diacre qui est là pour réguler. Quand vous êtes mal habillé, on vous le dit. Quand c'est la première fois, on vous admet en vous disant de ne plus revenir comme ça. Si vous récidivez, on vous met à l'écart. Quand vous venez sans foulard, il y a des foulards à la paroisse. On vous donne un foulard et on vous dit la prochaine fois, venez avec votre foulard. Quand vous insistez, on vous met à l'écart. Jadis, perdu dans les lieux très réservés aux seuls initiés, le phénomène se pratique aujourd'hui à ciel ouvert, au nez et à la barbe des décideurs. La prostitution, désormais officialisée au Cameroun, au simple laxisme des pouvoirs publics. L'Église se prononce. Je ne saurais dire que c'est une façon d'officialiser. Je vais rentrer dans ce qui est ambiant au Cameroun. Il y a toujours un écart entre la loi et l'application de la loi. Ce n'est pas le seul domaine où il y a des lois qui interdisent et on va faire. Et c'est un laxisme. Je ne peux pas dire une autorisation ou une officialisation, mais on peut parler de laxisme quand même. Il y a un certain laxisme au niveau de ceux qui ont en charge la régulation de pareils phénomènes. Ils ne sont pas assez sévères. Il y a aussi le phénomène des droits de l'homme, selon la conception occidentale, qui à mon avis, qui dérange finalement. Droits de l'homme, jusqu'à quel niveau? Liberté, jusqu'à quel niveau? On parlait d'atteinte à la pudeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les médias nous bombardent? La nudité des parents qui sont nus devant les parents qui s'embrassent devant les enfants et beaucoup d'autres choses. Et la conception de l'homme noir, c'est que ce qui est blanc est meilleur. Pour réduire, à défaut d'éradiquer ce métier au Cameroun, le plus vieux dans le monde, l'Église, au quotidien, sensibilise les fidèles sur les risques, méfaits et autres dangers de ce fléau et va plus loin en mettant sur pied des structures socio-caritatives pour voler au secours des plus démunis. Le combat de l'Église au quotidien, c'est la manifestation de la compassion parce que le Christ qui vient parmi nous vient pour nous proposer l'amour de son Père. Et l'Église essaie de proposer cette compassion-là chaque jour. Comment nous le faisons? Nous le faisons par les œuvres socio-caritatives. Il y a dans la couche de ceux qui sont impliqués comme actrices, parce que malheureusement la plupart du temps ce sont les femmes. Il y en a qui le font simplement parce que elles connaissent des limites au niveau matériel et social. Alors l'Église, nous avons ici dans l'archidiocèse de Douala des structures socio-caritatives qui essaient d'intégrer les jeunes, qui essaient d'intégrer les femmes, qui essaient d'aider chacun à pouvoir gagner son pain au quotidien avec dignité et honnêteté. Donc, ce que nous faisons de façon concrète contre la prostitution, c'est d'aider ceux qui veulent, ceux que nous pouvons, à pouvoir sortir d'une certaine précarité. Mais aussi, l'Église continue à proposer la miséricorde de Jésus à travers sa prédication, à travers l'invitation à la conversion. Nous sommes en plein dans la période de carême, dans l'Église catholique. Et c'est une période où chacun est invité à se reconnaître pécheur et à s'amender. Donc, voilà les deux choses que l'Église doit accomplir pour lutter contre la prostitution. Sa prédication, mais aussi des actions concrètes pour aider ceux qui sont dans la précarité, pour aider ceux qui ont un problème psychologique qui les poussera à le faire, à pouvoir être émancipés, être libérés de cet esclavage dans lequel ils se trouvent. Donner des conseils à tout le monde, particulièrement à ceux qui s'adonnent à ce métier. Nous essayons de les encadrer parce que beaucoup s'y retrouvent par désespoir. Nous essayons de leur donner l'espoir de savoir que Dieu n'est pas encore mort, il est vivant et agissant, qu'ils continuent d'espérer et que Dieu écoute leurs prières et finira par leur trouver quelque chose à faire. Et de ne pas tomber dans la facilité parce que au départ on croit que c'est facile, mais finalement il y en a qui font des témoignages. Peut-être même c'est le métier le plus difficile au monde.
Au final, plus de 50 années après l'indépendance, et malgré la position énergétique de l'Église vis-à-vis de la prostitution et le coup de poing sur la table du gouvernement sur les risques auxquels s'exposent ces commerçantes du sexe, la prostitution se porte bien au Cameroun. Et au regard du laisser-aller, l'on peut dire, sans risque de se tromper, que celle-ci a encore de beaux jours devant elle. Les églises sont formelles, la prostitution est prohibée. Évidemment, le reportage de Jean-Jamin Yedna revenait sur le regard des hommes d'église sur ce phénomène qui gagne du terrain dans notre pays. Il est avec nous, Maître Julius Achungo Tabé, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Yves. Avec vous, c'est le volet évidemment de la loi qui sera évoqué en dernière partie de Grand Temps, qui consacre un focus sur la prostitution, la filière de la prostitution, la filière camerounaise. On a évoqué les peines encourues en cas de culpabilité établie pour ce qui est de cette pratique qui est considérée comme un délit si l'on s'en tient à la loi de notre pays. Maître, est-il facile d'établir la culpabilité d'un présumé ou d'une présumée prostituée au Cameroun? Mais bien sûr. Mais je vous avoue que de mon expérience dans le métier, ça fait déjà 25 ans, je n'ai jamais vu une procédure engagée contre un prostitué. Quand cela ne tienne, notre code pénal, dans son article 343, n'est-ce pas, punit la prostitution. Et d'après sa définition, ça doit être un acte, n'est-ce pas, de façon habituelle, n'est-ce pas, pour rémunération par un individu pour avoir des rapports sexuels avec une autre personne. Ce texte n'a pas distingué s'il s'agit de la femme ou de l'homme. Donc il faut d'abord que ça soit un acte habituel, il faut qu'il y ait une rémunération, dans cette personne attend une rémunération pour cet acte, et il faut que ça soit un acte sexuel avec une autre personne. Et il y a un deuxième volet, qu'on parle de l'oracolage de façon publique, c'est-à-dire par des cris, des gestes, des paroles et des écrits, dans lequel vous appelez les gens, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, en vue de faire la prostitution ou le débauche. Donc, c'est une infraction prévue par notre code qui est punie, n'est-ce pas, de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 20 000 à 500 000 francs. Bref, c'est ça, la prostitution dans la version française de notre code pénal. Il faut que je vous dise. Parce que la loi au Cameroun est en français et en anglais. Je ne sais pas si c'est sciemment ou pas. La version anglaise, n'est-ce pas, de la répression de l'infraction de prostitution ne parle que du proxénétisme. Donc cela veut dire, à mon avis, en tant que juriste, la prostitution n'est pas une infraction au Cameroun. Parce que si d'un côté en français, c'est prévu et bien déterminé et défini, mais du côté anglophone, à côté anglais, la définition est vraiment différente. Cela veut dire que ça pose un problème. Peut-être ça a été fait par la personne qui a fabriqué notre code bilingue, de façon sciemment, n'est-ce pas, pour éliminer la prison comme une infraction. Mais, je vous dis, au Cameroun, à mon avis juridique, à mon avis, comme un avocat, la prison n'est pas une infraction au Cameroun. Très bien. Alors, vous aviez évoqué un volet très important. On parlait donc de ces références qui ont trait à la prostitution. Et je voudrais vous relancer sur la question, Maître. Est-ce que le fait d'entretenir des rapports sexuels une seule fois avec un client contre une rétribution financière fait de vous formellement une prostituée au sens légal du terme? Non. J'insiste. Le code insiste sur le mot habituel. Donc, ça doit être des actes habituels pour rémunération. Allez-y, Maître, allez-y. Le code, n'est-ce pas, insiste sur le mot habituel. Ça doit être un acte habituel, n'est-ce pas, pour la rémunération. Et ça doit être un acte de sexe, un acte sexuel. Bon, si vous le faites une seule fois, ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas considéré comme prostituée aux yeux de la loi. Alors, lorsque la contrepartie n'est pas forcément financière, est-ce qu'au sens légal au Cameroun, on peut dire que vous êtes une prostituée? Non, forcément, il faut une rémunération. Malgré le fait qu'on n'a pas défini ce que veut dire rémunération,
Mais tant que le sexe est fait pour le plaisir, n'est-ce pas, du sexe, on ne peut pas qualifier ça de prostitution dans le sens de la loi pénale. On ne peut pas. Il faut que ce soit un acte habituel sur une rémunération. Donc on doit déterminer, on doit qualifier, n'est-ce pas, cette infraction, on doit déterminer, n'est-ce pas, ces prévisions de la loi pour que ça constitue l'infraction de prostitution. Que dit la loi au sujet des filles mineures et garçons mineurs qui s'adonnent à cette activité? Vous savez, il y a un texte, n'est-ce pas, qui est prévu pour les mineurs. Dans tous les cas, l'article 343 n'a pas déterminé s'il s'agit de mineurs ou majeurs en matière de prostitution. Donc, eux tous tombent sur le même coup. Lorsqu'ils sont attrapés, ils ont attrapé, n'est-ce pas, dans l'acte, ou bien dans l'exécution de cette infraction de prostitution. Parce que, vous voyez, quand tu dis, la loi est là. Même s'il est mauvais, c'est la loi. Mais la loi dit, il faut que ceux qui pratiquent cet acte habituel pour rémunération soient punis, soient considérés comme des prostituées, même si vous avez 12 ans, vous avez 10 ans, même si vous avez 20 ans, vous êtes punis de la même façon. Ben, vous savez, le même texte au Cameroun dit qu'un mineur de moins de 13 ans ne peut pas donné l'idée de consentement, parce que cet acte sexuel également est consensuel. Il faut que la personne, celle qui se propose de vendre son corps, soit consentant. Bon, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas, d'après notre texte, ne peut pas développer, ne peut pas avoir le consentement. Donc, dans ces cas, si un mineur de moins de 13 ans se livre à ce genre de métier, il y a un autre article, n'est-ce pas, qui punit ce que vous dites comme outrage à la pudeur, soit public ou privé. C'est-à-dire, vous êtes un homme majeur, vous exposez votre sexe à un mineur d'un certain âge. C'est réprimé par notre code. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale aux yeux, en tout cas, au regard de notre corpus législatif? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale qui existe entre la prostitution et la débauche? Non, vous savez, dans la définition de la prostitution, le deuxième paragraphe, n'est-ce pas, de cette infraction parle de la prostitution ou la débauche. Bon, tu sais que la débauche, c'est une dépravation, c'est une façon de se livrer à la passion sexuelle d'autrui. Bon, ça tombe dans la même qualification et on peut toujours considérer ça comme, n'est-ce pas, égal à la prostitution. Alors, on parlait justement de ces personnes majeures qui se livrent à cette activité avec des personnes mineures. Sont-ils passibles de poursuites judiciaires? Lorsque vous êtes majeur et que vous offrez de l'argent pour obtenir les faveurs charnelles d'un jeune mineur, comme c'est très souvent le cas, puisqu'ils sont de plus en plus mineurs dans cette activité-là, est-ce que vous pouvez être poursuivi judiciairement? Oui, mais vous êtes le complice de la commission d'une infraction. Cela va sans dire que vous serez poursuivi de la même façon. Parce que le mineur peut avoir peut avoir l'acte sexuel seul. Il faut, n'est-ce pas, quelqu'un qui se propose de payer. Et la personne qui se propose de payer, n'est-ce pas, si on peut établir que c'est également un habitué, n'est-ce pas, qui se livre à cet acte, on peut le considérer comme complice. Alors, des proxénètes, il y en a également de plus en plus au Cameroun. Cette activité, comment est-ce que la loi la définit et quelles sont les sanctions qui sont prévues? Le proxénétisme, c'est d'encourager ou bien d'organiser la prostitution, tout simplement. Donc, cela veut dire que les gens qui ont des maisons dans lesquelles on loge les prostituées, et les gens qui ont la facilité, qui viennent vous voir, soit dans un bar ou dans un job pour vous proposer de prostituer, est prévu, n'est-ce pas, également par le code. C'est bien sanctionné de la même façon que la prostitution. Très bien. Mais, oui, allez-y, je vous ai pratiquement coupé. Très bien. Donc, on parlait de la prostitution et du proxénétisme qui est également condamné au même titre que la prostitution. Mais est-ce que les peines varient en fonction de l'âge ou en fonction de la durée, la pérennité dans la profession? Vous savez, comme je vous ai dit, ça fait déjà 25 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais vu une procédure contre un prostitué. Cela veut dire, à mon avis, comme je peux le répéter, la prostitution et le proxénétisme ne sont pas des infractions au Cameroun. Parce que
la loi est faite en français et en anglais. Ce n'est pas le français ou anglais. Et lorsqu'on prend le code pénal qui définit seulement en français, sans le définir en anglais, ça pose problème juridique. C'est un problème, n'est-ce pas, qui doit être géré, n'est-ce pas, par la Cour suprême. Mais avant qu'une affaire arrive au niveau de la Cour suprême, il faut que ça commence d'abord par les tribunaux de première instance et autres, avant de monter. Mais, comme j'ai dit, je n'ai jamais vu une procédure contre n'est-ce pas, concernant la prostitution au Cameroun. Je n'ai jamais vu ça. Je rappelle qu'on recevait dans le cadre de cette dernière partie Maître Acho Ngotabe, qui est avocat au barreau du Cameroun. Mille fois merci d'être venu dans le cadre de cette émission Grand Angle. C'est à moi de vous remercier. Mille fois merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette livraison Grand Angle qui faisait un zoom particulier sur la filière de la prostitution au Cameroun. Nous avons exploré les causes endogènes et les mobiles exogènes de cette pratique qui a désormais pignon sur rue. Le regard de l'homme d'église, mais également l'approche métaphysique était évoquée au cours de cette autre édition. Mille fois merci d'avoir suivi cette édition de Grand Angle, émission d'enquête, d'investigation et de grands reportages préparée par toute l'équipe de la rédaction et technique d'Altem Télévision. Bonne soirée sur nos programmes. Au revoir.